Commençons. Le discours sur l'état de l'Union. Il était long. Je pense qu'à mi-parcours, les seules personnes qui ont continué à regarder jusqu'à la fin étaient, vous savez, des gens qui font des émissions comme moi. J'ai failli m'endormir plusieurs fois. Sérieusement. Bref, commençons par la politique étrangère. C'était assez léger en matière de politique étrangère. Vous êtes d'accord? Absolument. Je m'attendais à beaucoup plus, surtout à propos de la Chine, pour être honnête. Ah oui, et à propos de la Russie. Presque rien non plus. Et l'Ukraine. Mais il y avait un passage assez virulent sur l'Iran. Je pense que c'est probablement ce qui occupe le plus Trump en ce moment. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, car nous n'avons pas encore vu d'attaque contre l'Iran. Les dernières informations disent que si cela se produit, ce sera à la mi-mars. Mais bien sûr, il doit se rendre en Chine à la fin mars. Donc cela ne laisse pas beaucoup de temps. En ce qui concerne la Chine, je n'arrivais pas à croire qu'il n'en ait pas parlé. J'ai même relu la transcription pour chercher le mot « Chine ». Il n'a pas été utilisé une seule fois. La seule mention liée à la Chine, c'est quand il a dit que Maduro était protégé par la technologie militaire russe et chinoise. Évidemment, cela ne s'est pas très bien passé. Cela semble être la seule fois où il a parlé de la Chine. Alors, quel est le message? Pourquoi pense que c'est le cas? Eh bien, je pense qu'en partie, il ne veut pas dire des choses sur la Chine qui risqueraient de les offenser avant sa visite. Et je pense que cela joue probablement un rôle ici. Je vais toutefois suggérer une autre raison. Il a peur. Je sais que cela peut sembler étrange, mais réfléchissez-y. Je veux dire, il a mené cette guerre économique extraordinaire avec la Chine l'année dernière. Ouais. Il a été complètement vaincu. Il a dû se rendre en Corée du Sud. C'était embarrassant de le voir avec Xi Jinping. Je pense qu'il est en réalité très intimidé par la Chine. Et je pense que, tout comme les choses n'ont pas vraiment fonctionné entre lui et Poutine, il a maintenant encore plus peur de la Chine et du PCC. Je soupçonne que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il s'en prend si durement à l'Iran en ce moment. Il doit se montrer fort face à quelqu'un. La Chine est trop puissante. La Russie est aussi plus forte qu'il ne le pensait. Alors ce sera l'Iran à la place. Ouais, je suppose qu'avec la Russie, il pensait qu'il pouvait simplement dire quelques mots gentils, et puis tu sais, voilà. Il pensait qu'il serait facile de rallier Poutine à sa cause. Mais Poutine n'est pas si facile à bousculer ou à manipuler. Mais encore une fois, je pense que comme beaucoup de gens aux États-Unis, il sous-estime grossièrement la Chine. Je veux dire, il garde encore cette idée de la Chine comme d'un pays qui a réussi économiquement parce qu'il a volé toute cette technologie et tous ses emplois aux États-Unis. Il pensait que tout ce que Trump avait à faire, c'était de claquer la porte à tout cela, et que les Chinois céderaient et accepteraient tout ce qu'ils voulaient. Je pense que le plus grand choc pour Donald Trump, personnellement, en 2025, a été de réaliser qu'il ne pouvait pas imposer sa volonté à la Chine. Oui, on y reviendra. Maintenant, à propos de l'Iran, j'ai lu que tout était déjà prêt pour lancer une attaque contre l'Iran, mais qu'ils ont ensuite eu des problèmes d'égout sur l'USS Ford. Ça a l'air vraiment grave. Apparemment, il est maintenant en Grèce ou quelque part par là, et ils doivent laisser les soldats monter à bord juste pour utiliser les douches et les toilettes. C'est vraiment la raison, ou bien... Je pense que c'est en partie la raison. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cela, en réalité. Il y a eu une étude extraordinaire menée par le CSIS, un groupe de réflexion basé à Washington, le Center for Strategic and International Studies.
En somme, c'est essentiellement le groupe de réflexion du complexe militaro-industriel. Et cette étude a tiré plusieurs conclusions. D'abord, que l'armée américaine n'est pas assez puissante pour atteindre les objectifs que Donald Trump souhaite lui faire atteindre en Iran. Il n'y a pas assez de navires de guerre, pas assez d'avions, pas assez de missiles. Il pourrait soutenir une campagne militaire pendant 4 ou 5 jours, mais pas au-delà. C'est ce que disait ce rapport. Mais il ajoute aussi autre chose. Sur une flotte d'environ 230 navires de guerre, seulement 50 sont opérationnels. 20 d'entre eux se trouvent actuellement dans la mer d'Arabie. Cela représente donc 40% de l'ensemble de la marine américaine déployable. Toutes les autres unités de la marine sont à quai, en maintenance. Et on a l'impression que les navires vieillissent, qu'ils ont beaucoup souffert de l'usure, que l'entretien n'est plus aussi bon qu'avant, que les choses ne fonctionnent plus aussi bien qu'autrefois. Nous recevons également des rapports faisant état de pénurie de missiles. Ils ont épuisé tous leurs missiles en Ukraine, en combattant les Houthis et en menant toutes sortes d'opérations. L'impression générale que j'en ai eue est celle d'une armée très affaiblie. Elle reste très puissante, je veux dire, il ne faut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais elle n'est plus aussi puissante qu'elle l'était, disons, il y a 20 ans. Et c'est quelque chose qui freine les Américains. Et bien sûr, dans tous les médias, on a rapporté qu'il y avait eu une réunion dans le bureau ovale dimanche, au cours de laquelle les généraux et les responsables du renseignement ont dit à Trump, « Écoutez, oui, nous pouvons attaquer l'Iran, mais nous ne pourrons le faire que pendant une courte période, et cela pourrait ne pas réussir. » Je crois que l'USS Ford a été livré à l'armée américaine en 2017 et qu'il n'est entré en service complet qu'en 2021 environ. C'est donc un porte-avions assez récent, mais il a déjà ce genre de problème. Cela semble plutôt grave, surtout avec les problèmes d'égout. J'ai l'impression qu'il est soit trop utilisé, soit mal entretenu. On dirait vraiment qu'il n'est pas bien entretenu du tout. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas bien entretenu. Et puis, permettez-moi de dire que ce calendrier est déjà très, très problématique. Je veux dire, 2017, c'est l'année où il est entré en service pour la première fois. Il y a encore des retards dans la mise en production du deuxième porte-avions de cette série. Il est bien connu qu'il y a actuellement de nombreux problèmes dans les chantiers navals. En fait, il n'y en a qu'un seul. La marine américaine se retrouve pratiquement avec un seul grand chantier naval, celui qui construit réellement les porte-avions. Et apparemment, la logistique et la maintenance sont loin d'être à la hauteur. Le Ford lui-même, d'après ce que je comprends, navigue depuis environ 6 mois maintenant, et c'est apparemment une longue période pour un porte-avions. Je veux dire, encore une fois, il semble incroyable qu'un navire de guerre ne puisse être en service que 6 mois avant de devoir retourner au port. Mais il semble bien que ce soit le cas. Je dois dire que je pense que ces problèmes logistiques sont tout aussi importants pour illustrer le déclin que n'importe quoi d'autre. Le fait qu'ils n'arrivent pas à suivre la production, le fait que les navires de guerre qu'ils ont essayé de construire, les frégates, viennent de voir leur dernier programme annulé. Les navires qui ont précédé les frégates qu'ils comptaient construire, les bâtiments de combat littoraux, se sont révélés être un désastre. Et les destroyers qu'ils construisent reposent sur un modèle conçu dans les années 1970. Ils ont donc clairement des problèmes industriels qui s'inscrivent dans les difficultés plus larges que nous observons actuellement dans l'ensemble de l'armée. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous parlions du fait que les F-35 sont désormais livrés sans radar.
Mais en ce qui concerne l'Iran, d'un côté, il a parlé de ce marteau de minuit qui semble être une opération très réussie, ayant soi-disant déjà détruit toutes les installations nucléaires en Iran. Alors, quelle est la justification pour qu'il attaque l'Iran maintenant? Je ne sais pas. Le message est très confus. Eh bien, tu n'es pas la seule personne à avoir trouvé cela déroutant. Ils ont convoqué toutes les personnes importantes. Enfin, ils ont convoqué, c'était quoi? 7 personnes importantes du Congrès pour lire ça. Et plusieurs d'entre elles sont ressorties en disant qu'elles n'arrivaient tout simplement pas à comprendre quel était le but de toute cette attaque. Je veux dire, aucune raison ou explication réelle de l'attaque n'a été donnée. Si tu regardes les propos de Trump, si tu les lis dans le discours sur l'état de l'Union, l'impression que j'en retire, c'est que la raison pour laquelle il veut attaquer l'Iran, c'est simplement parce qu'il déteste l'Iran. Il dit toutes sortes de choses sur l'Iran qui sont complètement absurdes, qu'ils ont tué 1 million de personnes avec des bombes artisanales, que 32 000 manifestants ont été abattus lors des récentes protestations. Quoi? Qu'il prévoit de construire un missile balistique intercontinental capable de frapper le territoire des États-Unis. Allô? Enfin, tu vois, tout ça, c'est complètement incohérent. C'est vraiment étrange. Oui. Et c'est pas seulement à propos de l'Iran. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. C'est tout l'ensemble. Le Venezuela, ils ont encore eu une attaque contre un bateau. Non, ils ont touché un bateau, genre, hier. Mais il est resté sur son message. Il a dit que maintenant, le Venezuela est le nouvel ami et partenaire. Tu vois, c'est encore une chose confuse. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je ne comprends pas. Nouveau ami et partenaire. Bien sûr, le gouvernement vénézuélien lui-même résiste à tout cela autant qu'il le peut. Mais il présente cela comme un grand succès. Alors qu'en réalité, enfin, je veux dire, ils ont réussi à voler un peu du pétrole du Venezuela. Mais c'est tout. Oui, oui. Ce qui est remarquable à propos du Venezuela, c'est que dès le début, il a très clairement dit que tout tournait autour du pétrole. Il a simplement dit « Nous devons posséder ce pétrole », n'est-ce pas? C'est donc assez intéressant. Quant à la Russie et à l'Ukraine, il n'en a pas beaucoup parlé, n'est-ce pas? Il a seulement dit que 25 000 personnes meurent chaque mois. Je trouve ce chiffre assez intéressant. Mais malgré tout, il n'a pas dit quelle était la solution, ni où cela mène. Rien, n'est-ce pas? Rien. Absolument rien. Et les 25 000 par mois sont très, très intéressants, car c'est bien en dessous de ce que disent les Britanniques et les Ukrainiens, juste pour le souligner. Et cela ne précise pas clairement qui exactement perd ces 25 000 personnes par mois. Il y a donc une grande zone d'ombre à ce sujet. Pour ma part, j'ai le sentiment que Trump perd de l'intérêt pour l'Ukraine. Il n'en parle plus beaucoup. Les Américains se sont abstenus à l'Assemblée générale. Vous savez, la résolution qui critique toujours la Russie, celle qui revient à peu près à cette période de l'année. La Chine s'est également abstenue d'ailleurs. C'est donc un cas où la Chine et les États-Unis se sont tous deux abstenus. Mais je veux dire, les Ukrainiens n'étaient pas contents de cela. Les Américains, eux, prenaient leur distance. Et il y a eu une réunion à Kiev de dirigeants occidentaux pour soutenir l'Ukraine. Et là encore, les Américains ne se sont pas présentés. Donc je ne pense pas que Trump se soit vraiment retourné contre l'Ukraine. Je pense simplement qu'il perd de l'intérêt pour elle. Oui, alors sur le plan intérieur, il a beaucoup parlé de ses réussites. Tu sais, comme le Dow à plus de 50 000, le taux hypothécaire en baisse, aucune traversée illégale, ce genre de points de discussion habituels. Mais il n'a pas dit un mot sur Epstein, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant dans ce discours sur l'état de l'Union,
c'est qu'il a distribué beaucoup de récompenses et de médailles tout au long de son allocution. La moitié du temps, si le discours a été si long, c'est à cause des ovations debout et des remises de prix, ce genre de choses. L'ensemble donne maintenant l'impression d'un spectacle, plus que de toute autre chose, tu ne trouves pas? C'est vrai, c'est vrai. C'est un véritable spectacle. Et je dois dire quelque chose que je pense être controversé et qui provoquera probablement des réactions. Je l'ai dit aussi dans mon propre programme. Ça m'a beaucoup rappelé les discours sur l'état de l'Union de Biden, cette incroyable autosatisfaction, cette affirmation que tout va bien, que l'Amérique est de retour, que nous réussissons remarquablement, que nous sommes les meilleurs, que tout le monde est heureux, que tout le monde en Amérique est heureux. L'utilisation incroyablement sélective et trompeuse des statistiques, lancées comme de la confetti, sans aucune véritable tentative d'expliquer ce qu'elles signifient réellement. Le refus de discuter de véritables problèmes. Je veux dire, nous reconnaissons même qu'il y a des problèmes. Je veux dire, d'ailleurs, vous savez, c'est là qu'il faut écouter Xi Jinping. Et quand Xi Jinping parle, lorsqu'il présente un rapport au comité central ou au Parlement, il dit « Regardez, voici ce que nous avons accompli. Voici ce que nous devons accomplir. Voici où se situent les problèmes. Voici comment nous allons les aborder. Voici le plan. Voici comment nous allons le formuler. » Il n'y a plus rien de tel aujourd'hui. Je veux dire, vous savez, nous faisons des merveilles. Nous allons incroyablement bien. Nous allons fantastiquement bien. Tout va pour le mieux. Je suis la personne qui a accompli toutes ces grandes choses. Applaudissez-moi. Je suis le plus grand. Et d'ailleurs, il y a ces gens méprisables de l'autre camp. Quand c'était Biden, il parlait de Trump. Maintenant, c'est Trump, et il parle de Biden. Le camp de Biden et compagnie parlait autrefois des républicains. Trump parle maintenant des démocrates. Mais comme vous le dites à juste titre, tout cela n'est que du théâtre. C'est complètement devenu du théâtre. En fait, c'est aussi très ennuyeux. Oui. Oui, sérieusement, plusieurs fois j'ai failli m'endormir. C'est vrai, vous savez. Oui, Personnellement, je pense qu'ils pourraient tout simplement supprimer le discours sur l'état de l'Union. Nous vivons à l'ère d'Internet. Ils pourraient, s'ils le voulaient, faire une mise à jour trimestrielle diffusée en direct pour le peuple américain. Il suffirait de dire « Voilà ce que nous avons accompli, sur quoi je travaille en ce moment et ce sur quoi nous continuerons à travailler à l'avenir. » Vous voyez 30 minutes, non? Ce qui d'ailleurs se passait absolument comme ça. Je veux dire, c'est bien connu. Mais le discours sur l'état de l'Union est une innovation relativement moderne. Le président doit effectivement fournir un rapport annuel au Congrès. Mais tout au long du 19e et du début du 20e siècle, il était présenté par écrit. Alors maintenant, ils font ce truc théâtral à la place? Ouais. Je veux dire, pourquoi pas utiliser la technologie moderne, non? On peut faire un direct avec les gens directement, non? Absolument. De plus, les démocrates ont présenté leurs propres réponses. Je l'ai regardé, ce que peu de gens font. En général, je regarde toujours la réponse, mais cette année, c'était la gouverneure de Virginie. D'accord. Donc c'est Abigail Spanberger, n'est-ce pas? Il a gagné l'année dernière en novembre et il a gagné, disons, assez largement. Ce que j'ai ressenti après l'avoir écouté, c'est que le problème des démocrates, c'est qu'ils sont tout simplement stupides. Ils sont idiots. Vous voyez son parcours, celui d'Abigail Spanberger, c'est la CIA. Elle travaillait auparavant pour la CIA. Et ses principaux arguments étaient au nombre de 2. Le premier concernait le coût de la vie et le second, le fait qu'elle ne pensait pas que la politique étrangère de Trump assurait la sécurité des Américains. En d'autres termes, ce n'est pas une bonne politique étrangère. D'accord, très bien. Mais elle-même a mentionné un mot à propos d'Epstein.
Elle a dit qu'il y avait une dissimulation autour d'Epstein. Pourquoi n'a-t-elle pas fait tout un scandale à propos de cette affaire Epstein, hein? Absolument. En ce moment en particulier, si elle a des ambitions pour 2028, Epstein, je pense, est un bon sujet pour elle à aborder, surtout lorsqu'il s'agit de protéger les Américains, les enfants américains, ce genre de choses, compte tenu de son passé à la CIA. Elle n'a mentionné qu'un seul mot. On a presque l'impression qu'elle a peur de trop parler d'Epstein. Tu as tout à fait raison. Tu as entièrement raison. Je travaille en étroite collaboration avec des politiciens. Je n'en ai jamais été un moi-même, mais ma tante l'était, et je l'ai aidé à rédiger un de ses discours. Dans une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui aux États-Unis, ce qu'il faut faire, en tant qu'opposition, c'est se concentrer sur ce qui inquiète le plus les gens. Et le sujet dont tout le monde parle, on le voit sur les réseaux sociaux, dans les discussions, partout, c'est Epstein. Alors, tu te concentres sur Epstein. Tu dis voilà un président qui avait promis d'assécher le marais, et que fait-il? Il protège le marais. Il essaye de garder tous les documents cachés. Nous insistons, nous exigeons que tout, absolument tout, soit rendu public maintenant. Et ils ne le font pas, non? Ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas une véritable opposition. Cette fois, la démocrate a même invité les victimes à venir au discours sur l'état de l'Union. Donc, dans son cas, elle a l'occasion, juste après en avoir parlé, de le souligner. Pourquoi le président ne dit-il rien à propos d'Epstein? Il n'y a aucune enquête. Oui, je trouve simplement qu'il manque toujours l'occasion. Les démocrates, d'une manière ou d'une autre, finissent toujours par leur offrir la meilleure occasion, et ils la manquent quand même. Ils n'arrivent tout simplement pas à la saisir. Oui. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Oui. Il y a aussi quelque chose que je voudrais te demander. J'ai l'impression que dans les années 1970 et 1980, le Congrès américain était bien plus puissant que celui d'aujourd'hui, surtout le Sénat. J'ai raison? Il n'y a absolument aucun doute. Vous avez tout à fait raison. Non seulement c'était bien plus puissant, mais en plus, il y avait évidemment des gens sérieux. Je veux dire, je me souviens de beaucoup d'entre eux à cette époque. Tip O'Neill, qui était le président de la Chambre. Je ne l'aimais pas. Je le trouvais profondément corrompu, mais c'était assurément une figure politique puissante. Puis il y avait des gens comme Sam Nunn, qui était, vous savez, un intellectuel de la défense. Il y avait Ted Kennedy. Il y avait toutes sortes de personnalités au Congrès à cette époque. Aujourd'hui, on ne voit que des non-antici absolus. Et si l'on remonte encore plus loin, il y avait des gens comme Fulbright. Il y en avait d'autres, des géants de la politique et de la vie américaine. Il n'y a plus personne de ce calibre aujourd'hui. Je veux dire, un Sénat où quelqu'un comme Lindsey Graham est considéré comme une personne importante, c'est vraiment, vous savez, pitoyable. Mais pourquoi donc? Pourquoi dans les années 70 et 80, y avait-il des gens comme ça? De nos jours, on n'en a tout simplement plus au Sénat. Parce qu'à cette époque, il y avait une véritable politique. Il y avait de vrais politiciens liés à la société américaine qui exprimaient les préoccupations de cette société. Et le Sénat lui-même, ainsi que la Chambre, servaient réellement de caisse de résonance pour ce que la société américaine dans son ensemble et le peuple américain voulaient, pensaient et craignaient. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce dont nous avons parlé dans les émissions précédentes. Une classe Epstein. Ils font tous partie du même groupe. Ils travaillent tous ensemble. Ils sont tous dans la poche des lobbyistes. Ils ne veulent jamais vraiment remettre en cause le statu quo. Et ils ne sont plus des politiciens au sens véritable du terme. Oui, dans les années 70 et 80, c'était peut-être à cause de l'Union soviétique, je ne sais pas.
J'ai l'impression qu'ils étaient plus intéressés à diriger le pays ensemble. Aujourd'hui, ils se disputent, mais je ne sais pas vraiment sur quoi portent leurs querelles. Ils protègent les mêmes personnes. Oui, ils sont tous très corrompus. Oui. Encore une fois, je pense que l'effondrement de l'Union soviétique n'a pas été une bonne chose pour les États-Unis. Non, je me souviens avoir dit cela à l'époque. J'ai dit que ce serait une catastrophe pour les États-Unis. Je veux dire, c'était l'existence de l'Union soviétique qui gardait l'Amérique lucide. Ouais. Je te rappelle que je l'ai dit, et je le dis toujours. L'existence de la Chine aujourd'hui rend les États-Unis fous. Tu peux donc voir la différence. Ouais, ils ont perdu la tête. Ouais, dans bien des cas, oui. Ouais. Donc, la décision sur les tarifs, je crois qu'elle est tombée presque immédiatement après notre dernière conversation. J'ai vu la décision et je l'ai trouvée plutôt intéressante. C'est pas vraiment une surprise, n'est-ce pas? La décision est allée à peu près dans le sens attendu. Mais c'était quand même déroutant. Par exemple, comment vont-ils faire? Enfin, ils ne disent rien à propos de l'argent que l'administration Trump a déjà perçu, n'est-ce pas? Du coup, cela a créé beaucoup de confusion. D'après toi, quelle est la suite pour les tarifs? Eh bien, c'est très intéressant, car tout d'abord, la décision selon laquelle ce que faisait Trump était inconstitutionnel est évidemment correcte. Ce qui m'a stupéfié, ce n'est pas que Trump ait perdu devant la Cour suprême sur cette question, mais qu'il y ait encore eu 3 juges pour le soutenir. Je veux dire, essayez de comprendre leur raisonnement. D'ailleurs, je ne vais même pas m'y risquer, parce que le Congrès, la Constitution, comme Roberts l'a justement souligné, est sur ce point aussi clair qu'il est possible de l'être. Donc, la Cour suprême déclare que c'est inconstitutionnel, que c'est illégal. Ce qui se passe alors, c'est qu'il n'y a ni indemnisation, ni indication que l'argent que les gens ont été forcés de payer, qui doit se chiffrer en dizaines de milliards, doivent être remboursés. Et le président lui-même boude et en est furieux. Et il boude encore, d'ailleurs, pendant le discours sur l'état de l'Union. Puis il revient et impose de nouveau des tarifs douaniers partout, refaisant la même chose illégale et anticonstitutionnelle qu'il avait faite auparavant, mais en utilisant une autre loi pour se donner le pouvoir de le faire. Vous savez, autrefois, et je parle ici en tant qu'ancien avocat, j'aurais dit que c'était impossible. Je veux dire, la chose évidente et correcte à faire, c'est d'aller devant le Congrès et de dire « J'ai une politique tarifaire, soutenez-moi ». C'est ce qu'il faut faire. Pas chercher de vieilles lois des années 1960 ou 1930 et dire qu'elles me donnent 150 jours pour imposer des tarifs, puis à la fin de ces 150 jours, pouvoir réimposer les mêmes tarifs pour encore 150 jours et continuer ainsi indéfiniment. Ce n'est pas ça, le respect de la loi. C'est tout. Refuser de rendre l'argent à des personnes à qui il a été pris illégalement, ce n'est pas du respect pour la loi, c'est une violation de celle-ci. Une fois de plus, cela illustre le déclin juridique et institutionnel que nous observons aux États-Unis. Je trouve intéressant que Trump soit en ce moment, bien sûr, en conflit avec de nombreux pays, mais même sur le plan intérieur, il n'est pas content du Congrès à cause de l'affaire de la publication du dossier Epstein. Et bien sûr, après la dernière décision du tribunal, il n'est pas content d'eux non plus. Il n'y a pas si longtemps, il s'était aussi disputé avec la Réserve fédérale à propos des taux d'intérêt. Donc maintenant, il est en conflit avec toutes ces institutions, en quelque sorte en guerre avec chacune d'elles. Il n'est satisfait d'aucune, n'est-ce pas? Non. Comment peut-on diriger un pays comme ça? On ne peut pas diriger un pays de cette manière. Vous voyez, même l'armée commence maintenant à lui résister.
Il veut qu'ils attaquent l'Iran et ils lui répondent « Un instant, Monsieur le Président, ce que vous demandez, il se peut que nous ne puissions pas le faire. » Ce qui est très très dangereux et unique dans cette situation, c'est que même si toutes ces institutions sont en conflit avec lui, il domine toujours la scène politique. Il est impopulaire, il agit de façon de plus en plus irrationnelle, mais personne ne semble prêt à agir d'une manière qui mettrait un terme à tout cela. Mais l'Amérique n'a pas de gouvernement au sens sérieux du terme. Cela fait d'ailleurs longtemps que c'est évident. Elle n'a même plus la prétention d'avoir un gouvernement. On pouvait encore soutenir qu'il existait un gouvernement en tant que tel, qui avait des politiques et prenait des décisions pour les mettre en œuvre. Au moins, il y avait une administration. En d'autres termes, la bureaucratie fonctionnait, même si ce n'était pas particulièrement bien. Mais je suis même plus sûr que ce soit encore vrai, en réalité. Donc, tout commence à se désagréger. C'est mon impression. Oui, je veux dire, comme tu l'as dit, par exemple avec Epstein, le Congrès a adopté cette loi, adoptée massivement, mais il n'y a toujours aucune enquête sur qui que ce soit. Alors Thomas Massie était tellement frustré qu'il a carrément cité des noms à la tribune. Mais si le ministère de la Justice de Trump ne fait rien, il n'y a rien. On dirait que personne ne peut le forcer. Donc il ne va toujours pas enquêter sur qui que ce soit. La Réserve fédérale, il va changer le président de la Réserve fédérale en mai. Donc ce nouveau président poussera probablement pour tout ce que Trump veut. Et la Cour suprême, comme tu l'as dit, même avec la décision, il pourrait simplement défier la Cour immédiatement avec une autre justification pour imposer sa volonté. Donc d'une manière ou d'une autre, il obtient toujours ce qu'il veut, non? Même s'il y a tant d'institutions censées équilibrer son pouvoir, elles ne l'équilibrent pas vraiment en ce moment. C'est tout à fait exact. C'est exactement cela. Et ce n'est pas Donald Trump, l'homme, qui est à blâmer pour cela. Je pense que c'est un point essentiel à comprendre. Vous savez, je lis chaque jour, tout le temps, que l'Amérique devient un pays fasciste, que Trump serait un dictateur en puissance, toutes ces choses-là. C'est l'échec du système constitutionnel et institutionnel des États-Unis. Il ne fonctionne tout simplement plus. Il n'est plus capable d'assurer le gouvernement. Eh bien, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a environ 10 mois, j'ai fait un voyage en Géorgie, vous vous en souvenez probablement. Et il y avait là tout un groupe de personnes de l'université Tufts. L'un d'eux d'ailleurs, j'en suis presque sûr, faisait partie de la CIA ou avait un lien avec la CIA. Un homme charmant d'ailleurs. Je l'aimais bien, mais j'étais enfin tu vois, je pensais qu'il était mêlé à toutes sortes d'histoires. Et une autre personne là-bas, je suis presque sûr qu'elle était dans l'armée. Bref, ils parlaient tous, se plaignaient tous. C'est un gouvernement chaotique, désorganisé, qui ne fonctionne pas. J'ai dit d'accord, très bien, vous êtes les États-Unis. Qu'allez-vous faire? Ne me dites pas, parce que je suis d'accord avec vous, ne me dites pas que vous, les États-Unis, êtes incapables de faire quoi que ce soit dans cette situation. Je veux dire, il y avait tout un groupe d'entre eux. C'était des gens de Tufts, non? Et ils étaient tous là à me regarder. J'ai dit quelque chose d'incroyable, quelque chose de bizarre. Je n'ai jamais connu une époque de l'histoire américaine où c'était comme ça. C'est très intéressant. Les gens comme les membres du Congrès, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile d'entrer au Congrès. Il faut faire campagne, tu sais, travailler dur pour y arriver. Et quel est le but d'aller au Congrès? Eh bien, une partie de ton travail consiste à équilibrer les pouvoirs, non? Quand le président ne fait pas son travail, tu es censé le remettre sur le droit chemin. Mais on dirait qu'une fois qu'ils entrent au Congrès, c'est fini, ils font plus rien. Ils sont au Congrès. Ces sièges, comme nous le savons,
sont fortement manipulés par le découpage électoral. Il est très difficile de déloger les gens une fois qu'ils y sont. Beaucoup d'entre eux y voient un moyen de gagner énormément d'argent. Nous avons vu des exemples extrêmes de corruption. Il y avait le sénateur Menendez, n'est-ce pas, il y a quelques mois. Donc vous savez, je pense qu'il n'est qu'un cas extrême de ce phénomène. Et c'était un sénateur influent. Il n'y a plus aucun sens de l'honneur, du devoir ou de l'obligation, aucune conscience d'être là pour servir et accomplir une mission plus élevée. Tout cela semble avoir disparu. Regardons la visite de Trump. Alors, Il a affirmé qu'il allait se rendre en Chine le 31 mars, mais la Chine ne l'a toujours pas confirmé. C'est donc une situation très étrange, je trouve. Que se passe-t-il ici? je n'ai jamais rien vu d'aussi étrange. Je veux dire, Trump s'est pratiquement invité lui-même en Chine. Il a dit il y a quelques mois qu'il allait y aller, et maintenant il a même fixé la date. Ouais, Je veux dire, c'est tout. c'est tout, j'arrive. J'arrive. C'est un peu comme, tu sais, le parent indésirable qui débarque soudainement à ta porte. Je veux dire, c'est vraiment très étrange. Oui, nous verrons comment cela évolue. Cela revient à notre point précédent sur le fait que Trump est en réalité très intimidé par la Chine. Ouais, Et comme je l'ai dit, après avoir été très durement malmené par la Chine l'année dernière, il est maintenant désespéré d'essayer de rencontrer Xi Jinping et de se remettre sur un pied d'égalité avec lui. Je pense que c'est tout l'enjeu de cette affaire. très étrange. Je trouve que tout cela, enfin, je ne peux pas vraiment. Eh bien, tu sais, encore une fois, je suis les affaires russes, comme tu le sais. Je veux dire, Poutine, les Russes. Poutine doit aussi se rendre en Chine cette année. Mais encore une fois, la manière dont on en parle ou dont c'est discuté en Russie est complètement différente. Je veux dire, ils disent oui, il a été invité en Chine par Xi Jinping. Non, ils n'ont pas encore fixé de date. Oui, il y aura des discussions à ce sujet. Attendez l'annonce. C'est ainsi que cela est censé se passer. Mais avec Trump, tout cela passe par la fenêtre. Et personne, absolument personne, ne dit rien. Ce qu'ils en pensent à Pékin, je n'arrive pas à l'imaginer. Ouais, je pense que ce que la Russie a fait, c'est ce que les États-Unis auraient soi-disant fait. Non, on est juste en train de discuter de la date maintenant. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Exactement. Au lieu de cela, il a dit, tu sais, le 31 mars. Très étrange. S'inviter soi-même dans le pays de quelqu'un d'autre, je veux dire, c'est stupéfiant. Je pense que même la Chine ne sait pas comment gérer quelqu'un comme ça, non? Tu sais, ce n'est pas comme ça que la politique étrangère ou la diplomatie fonctionne. Eh bien, je pense que la Chine sait exactement comment gérer la situation, mais elle agit avec une extrême prudence. À juste titre, elle ne veut pas dire « Eh bien non, en réalité, Donald Trump n'a pas été invité », car elle ne souhaite pas aggraver une situation déjà très mauvaise. Mais une chose dont nous pouvons être absolument certains, chaque fois que Donald Trump se rendra en Chine, Xi Jinping, Wang Yi, tout le gouvernement chinois sera parfaitement préparé. Ils auront tous les faits à portée de main. Ils sauront dire à Trump ce qu'ils ont à lui dire. Et ils ne seront certainement pas pris au dépourvu. D'accord, très bien. La Grande-Bretagne. Alors, Mendelssohn a été arrêté. Nous parlions du fait qu'il ne l'avait pas été, mais peu de temps après, il l'a été. Puis, il a été relâché. Qu'est-ce que c'était? Quel était le but de cette arrestation? D'accord. Maintenant, c'est extrêmement intéressant et je dois être très prudent ici parce que, bien sûr, je vis en Grande-Bretagne et il existe des lois extrêmement strictes à ce sujet.
Mais laissez-moi simplement expliquer cela à nos téléspectateurs. Donc Andrew a été arrêté la semaine dernière. Nous avions souligné, si vous vous souvenez, très étrange, qu'Andrew avait été arrêté alors que Mandelson, contre qui le dossier est bien plus solide, ne l'avait pas été. Puis Mandelson a été arrêté. Et ce que nous avons appris maintenant, c'est qu'il a été arrêté parce que la police avait reçu ce qui devait être un tuyau. En d'autres termes, on leur avait dit, par un homme nommé Lindsay Hoyle, qui est le speaker, ou si vous préférez le président, de la Chambre des communes, la chambre basse du Parlement britannique, que Mandelson s'apprêtait à fuir le pays pour se rendre aux îles Vierges britanniques. On dirait donc que la police a été incitée à arrêter Mandelson. Or, Lindsay Hoyle est un ami proche du Premier ministre, Keir Starmer, et il l'a déjà aidé par le passé. Et juste après l'arrestation de Mandelson, Keir Starmer déclare à la Chambre des communes « J'avais promis de vous fournir tous les documents relatifs à la nomination de Mandelson comme ambassadeur britannique aux États-Unis. Mais je ne vais plus vous les fournir, car Mandelson a été arrêté et il y a désormais une enquête de police. Donc, vous pouvez faire le calcul. Tout cela se tient. » Donc, comme je l'ai dit, je crois toujours que personne n'ira en prison. Je veux dire, ils vont faire tout un spectacle et donner l'impression que... Ouais, non, 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 non. Je veux dire, j'avais déjà, juste pour préciser, j'avais déjà suggéré par le passé, sur ma propre chaîne, que je pensais qu'il y aurait probablement des informations dans ces documents. Que Mandelson ne va pas, que Starmer ne va pas nous montrer maintenant, et qui aurait été très dommageable politiquement pour Starmer lui-même. Et j'ai expliqué en détail sur ma chaîne pourquoi je le pense. L'ancien chef de cabinet de Starmer avait laissé entendre qu'il y avait certaines choses dans ces documents. Et je ne pensais pas que Starmer, si elle s'y trouvait vraiment, serait capable d'y survivre politiquement. D'accord. Et je viens d'apprendre que, comme l'ancien prince Andrew, même s'il n'a plus le titre, il est toujours dans la ligne de succession au trône. C'est toujours le cas. Oui, je le crois. Et je comprends qu'il faudrait que le Parlement modifie cela, car la manière dont quelqu'un devient roi est déjà régie par les lois existantes. Et puisqu'il est le fils de l'ancienne reine, il est dans la ligne de succession au trône si les 7 personnes devant lui venaient toutes à mourir. C'est tellement intéressant. Donc malgré tout ça, oh, tu sais, on lui a retiré son titre maintenant. Mais il est toujours, tu sais, dans la ligne de succession. Même si c'est peu probable, bien sûr. Il y a 7 personnes avant lui, mais quand même, ça ne change rien. Tu sais, le fond des choses ne change pas. Et puis, en Norvège, ce Torbjørn Jagland, il a essayé de se suicider et il est maintenant à l'hôpital. Je me demande à quel point c'est pour la forme. S'il essayait vraiment de se tuer ou... Ou qui sait. Ce qu'il faut toujours comprendre à propos des suicides, et ce n'est pas vrai pour tous les suicides, mais pour beaucoup de suicides de personnes qui se retrouvent dans cette situation, c'est que les tentatives de suicide sont souvent une tentative d'obtenir de la sympathie. Regardez ce qu'ils m'ont fait, en gros. Mais ce type en particulier, qu'il ait vraiment voulu se suicider ou non, je n'ai aucune sympathie pour lui. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous savez, le prix Nobel de la paix est toujours décerné à des personnes qui rendent la Chine mécontente. Et à son époque, lorsqu'il présidait le comité du prix Nobel de la paix en 2010, ils ont attribué le prix à un dissident, Liu Xiaobo. Donc maintenant, d'un côté, ils parlent de démocratie, ceci et cela,
D'un autre côté, ce type, le président, passait ses vacances avec Jeffrey Epstein. Epstein, tu sais, un pédophile. C'était en 2010, après qu'Epstein ait déjà été condamné en 2008. Donc je trouve toute cette histoire tellement ironique et franchement amusante. Ouais. Une chose à propos de Liu Xiaobo cependant, qui est assez intéressante, c'est que personnellement, je ne pense pas que ce soit un mauvais gars. Il essaye de renverser le gouvernement, tu sais, gouvernement chinois ou quelque chose comme ça, il est un peu comme lui. Et son patron, Zhao Ziyang, je pense qu'ils étaient un peu comme Gorbatchev. Gorbatchev est plutôt dur. Eh bien, absolument. Je suis sûr que vous avez raison. Je veux dire, je ne connais pas très bien ces gens, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Gorbatchev est arrivé et devenu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, et il a voulu entreprendre toutes sortes de réformes qu'il n'avait jamais vraiment réfléchies ni préparées. Il a supposé que ce serait très facile. Il rencontrerait les Américains et il lui apporterait leur soutien. Il en est venu à croire, d'une manière ou d'une autre, que les Américains étaient les gentils. Et bien sûr, ils ne l'étaient pas. Très naïf, au final. Que voient les Russes en lui? Le tiennent-ils pour responsable ou bien reprochent-ils à Eltsine l'effondrement de l'Union soviétique? Exactement. Ils blâment les deux, mais ils blâment davantage Gorbatchev. Gorbatchev est particulièrement impopulaire parce que bien sûr, c'est avec lui que tout a commencé. Et quand je dis qu'ils le blâment, je veux dire qu'il est extrêmement impopulaire en Russie aujourd'hui. Oui, j'ai encore du mal à comprendre qu'il n'ait pas, tu sais, vraiment insisté pour le mettre par écrit, que l'OTAN ne s'étendrait pas au-delà de l'Allemagne de l'Est, n'est-ce pas? Il ne l'a pas mis sur papier. Eh bien, exactement. C'est très difficile à comprendre. Absolument. En gros, je veux dire, il s'est entouré de personnes qui détestaient l'Union soviétique. Et vous savez, il était le dirigeant de l'Union soviétique. Il a constamment choisi de placer à des postes importants des gens très pro-américains. Et finalement, il est lui-même devenu pro-américain. Maintenant, je ne pense pas qu'il ait jamais failli dans sa loyauté personnelle envers l'Union soviétique, mais c'était un homme très confus. Je me souviens bien de lui, d'ailleurs. Oui, Gorbatchev a été largement étudié, tu sais, pendant cette période en Chine. Il y avait beaucoup de discussions sur la façon dont l'Union soviétique s'est effondrée. D'ailleurs, il n'était pas nécessaire qu'il s'effondre. Je veux dire, je connais assez bien l'Union soviétique pour pouvoir dire qu'elle avait certes des problèmes économiques importants, mais pas du genre qui n'aurait pas pu être résolu par un gouvernement beaucoup plus lucide et efficace que celui que Gorbatchev a mis en place. Si l'on regarde les défis auxquels Staline a dû faire face dans les années 1930, ils étaient d'une toute autre ampleur. Et on peut aussi dire que dans les premières années 1960, l'Union soviétique a traversé une période très difficile et qu'à cette époque, les dirigeants soviétiques, en particulier Kosygin, ont su gérer la situation et redresser la barre. Et si vous regardez la Chine dans les années 1970, je veux dire, elle faisait face, elle aussi, à tout un ensemble de défis. Vous savez ce que Deng Xiaoping aurait dit à propos de Gorbatchev? Il l'a rencontré et a dit « Cet homme a l'air impressionnant, mais vous savez quoi? Il n'est pas vraiment très intelligent. » Et je pense qu'il avait tout à fait raison à propos de Gorbatchev. Il avait l'air impressionnant, mais sous la surface, il n'était pas vraiment très intelligent. Ce que le gouvernement chinois a fait dans les années 1970 et 1980 était remarquable.
La Chine était alors dans une position bien plus faible que ne l'était l'Union soviétique. En fait, cela aurait dû être la Chine qui faisait face au problème. La grande erreur, puis-je simplement dire, c'est qu'il y a quelque chose dont, à mon avis, les gens en Chine doivent être conscients. Il existe désormais un consensus universel. Je ne connais personne en Russie qui s'intéresse aujourd'hui à la politique étrangère et qui ne serait pas d'accord avec cela. La plus grande erreur commise par l'Union soviétique, la source de sa crise dans les années 1970, des problèmes qui se sont accumulés au cours de cette décennie, a été de se quereller avec la Chine. La querelle avec la Chine a été la plus importante. Je veux dire, elle a divisé le mouvement communiste. Cela signifiait que l'Union soviétique, au lieu d'affronter les États-Unis, se retrouvait à affronter à la fois la Chine et les États-Unis, ce qui a mis à rude épreuve les ressources soviétiques. Cela a conduit l'Union soviétique à dériver vers une tentative d'accommodement avec les États-Unis, ce qui s'est révélé être un désastre complet et a finalement conduit à l'émergence de Gorbatchev. Ce que les Soviétiques auraient dû faire, au contraire, c'était travailler à maintenir leur amitié avec la Chine au niveau élevé qu'elle avait atteint dans les années 1950. La Chine était un allié que l'Union soviétique n'aurait jamais dû perdre ni négliger. Par arrogance, vanité et stupidité, ils l'ont fait. Avez-vous déjà entendu parler de Vyacheslav Molotov? Molotov était un homme politique soviétique de tout premier plan. Il avait été le ministre des Affaires étrangères de Staline. Lorsqu'il était à la retraite, il a souvent insisté sur ce point. Il disait « Nous nous retournons contre notre allié le plus important et cela nous détruira ». Et il avait absolument raison. Gorbatchev, dans les années 1980, au lieu d'essayer d'améliorer les relations avec les Américains, aurait dû se concentrer sur l'amélioration des relations avec la Chine. Et la Chine y était prête. Je pense que l'erreur des Soviétiques, tu sais, surtout après Staline, a été d'essayer de dominer la Chine. Ils sont, en quelque sorte, devenus une puissance impérialiste eux-mêmes. Oui, c'est tout à fait exact. Ils sont devenus arrogants et ont cru pouvoir traiter la Chine comme si c'était la Roumanie ou quelque chose du genre, ce qui n'était pas le cas. Je veux dire, ils se voyaient comme le grand frère et la Chine comme le petit frère, ce qui est ridicule. Maintenant, Staline, qui était beaucoup de choses, mais aussi un grand homme, avait un intérêt très profond pour la Chine. Il connaissait très bien la Chine, et d'ailleurs, il a eu 2 rencontres avec Mao. Il pensait la Chine d'une manière profondément différente. Pour le dire simplement, Staline était un homme bien plus intelligent et bien mieux éduqué que les dirigeants soviétiques qui lui ont succédé. Oui, mais c'est presque la même erreur que les États-Unis commettent aujourd'hui. Tu sais, continuer à manquer de respect à la souveraineté de la Chine, à son indépendance, ce genre de choses. Ils veulent toujours dominer la Chine. Ils croient encore qu'ils le peuvent. J'ai l'impression que certaines personnes pensent encore comme ça. Pour moi, d'ailleurs, avec les connaissances que j'ai de la Chine et de son histoire, il me semble tout simplement incroyable que des gens puissent penser cela. Mais vous savez, il faut se rappeler que les Soviétiques et les Russes sont des Européens. Tout comme, en fin de compte, les Américains sont une branche issue de l'Europe. Ils ont donc cette arrogance raciale et culturelle qui conduit à ce genre de désastre. Ces dernières années, il y a eu en Russie un grand changement de mentalité à ce sujet. Ils disent « Non, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Eurasiens. Tournons la page, regardons l'Eurasie. Voyons comment tous ces autres pays ont évolué. » Mais, pour le dire franchement, ils n'en sont arrivés à cette conclusion que parce que tout le reste avait été un désastre auparavant. Oui, c'est pour ça que,
Tu sais, être une puissance impérialiste n'est pas une bonne chose. C'est pas un avantage. Je veux dire, regarde la Grande-Bretagne, regarde les États-Unis. Tu sais, je pense qu'au fond, il y a toujours ce désir d'être un empire. Mais dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est une croyance vouée à l'échec. Absolument. Cela a toujours été contre-productif. Et la Chine n'a jamais été cela. Nous en avons déjà parlé et je veux le redire. L'Occident utilise de mauvais termes pour désigner les choses chinoises. Le Huangdi n'a jamais été un empereur, et la Chine n'a jamais été l'empire chinois, comme on l'écrit encore souvent. Il n'y a jamais eu de moment où les Chinois ont pensé leur pays de cette manière. Oui, mais c'est difficile de faire changer d'avis ces gens-là. Ils semblent très obstinés à croire que l'Empire est une bonne chose, et oui, ils veulent préserver l'Empire à tout prix. Et oui, c'est ce qui se passe. Maintenant, ce que tu viens de dire, c'est que les États-Unis ont perdu tout intérêt pour l'Ukraine. Alors, quel est le plan des Européens maintenant pour la suite? La dernière nouvelle, c'est que les pays de l'UME sont très en colère contre la Hongrie. Juste parce qu'ils avaient prévu de sanctionner la Russie, la Hongrie a besoin de l'Ukraine. Donc pour la suite, quel est le plan Wetowe? Eh bien, le plan de l'Union européenne avec la Hongrie consiste à provoquer la destitution du Premier ministre Orbán en mettant tout en œuvre pour soutenir l'opposition lors des élections hongroises qui auront lieu en avril. Et il pourrait bien réussir d'ailleurs. Donc je veux dire, ne partons pas du principe que cela va échouer. Mais à tous les autres égards, le plan européen n'existe pas. Il n'y en a pas. Il s'agit simplement de se dire entre eux que tout va bien, que l'Ukraine est en train de gagner la guerre, qu'elle est résiliente, qu'elle continuera à se battre même sans les Américains, que tout ce qu'il faut faire, c'est lui accorder un peu plus d'aide économique, et aussi intensifier le harcèlement des exportations de pétrole russe. Et d'une manière ou d'une autre, tout finira par s'arranger. Voilà le plan européen. En d'autres termes, ils n'en ont pas. D'accord. Scholz est actuellement en visite en Chine, donc dès son arrivée à l'aéroport, il a prononcé un discours très bref. Il a déclaré que se découpler de la Chine serait une erreur. Penses-tu que c'est seulement la position allemande ou que les Européens en général commencent à considérer cela comme une erreur? Non, ils ne considèrent pas cela comme une erreur. Et bien sûr, ce que dit Scholz, et rappelons qu'il le dit lors d'un voyage en Chine, c'est qu'il fait face à une grave crise économique en Allemagne. Des entreprises ferment, tout est dans une situation très très mauvaise. Et si l'économie allemande était forte il y a quelques années, c'est parce qu'elle bénéficiait du gaz bon marché en provenance de Russie, et aussi parce qu'elle entretenait de très bonnes relations économiques avec la Chine. Alors, des hommes d'affaires allemands sont venus voir Merz et lui ont dit « Pour l'amour du ciel, allez en Chine, parlez aux Chinois, dites-leur que nous voulons revenir et entretenir à nouveau de bonnes relations avec eux, car sinon cette crise économique va s'aggraver et elle vous entraînera avec elle. » C'est donc pour cela que Merz est allé en Chine, et c'est pour cela qu'il parle comme il le fait. Mais il n'y croit pas vraiment lui-même. J'ai suivi Merz de très près, et il est incapable de penser de cette manière. Il est, soit dit en passant, aussi arrogant sur le plan racial et culturel qu'on peut l'être. Les Européens aiment toujours parler de valeurs. Ils disent toujours « Nous voulons travailler avec des pays qui partagent nos valeurs ». Mais de quelles valeurs parlent-ils exactement? D'après ce que je vois, voici ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. Ils ont soutenu un génocide à Gaza. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ils ont soutenu cela jusqu'à ce qu'ils ne puissent vraiment plus le faire. Alors ils ont prononcé quelques discours ici et là,
mais en réalité, ils soutenaient un génocide. Et ensuite, ils ont regardé les États-Unis, leur allié, le chef de leur alliance, kidnapper le président d'un pays indépendant et souverain, Maduro, au Venezuela. Et maintenant, toute cette affaire Epstein, les dossiers Epstein, les ont exposés les uns après les autres, se comportant comme des pervers, faisant des choses horribles, vraiment horribles. Est-ce de cela qu'ils parlent quand ils évoquent leurs valeurs? Quelle est donc la valeur européenne? Eh bien, je veux dire, les valeurs européennes sont simplement ce que les Européens décident à un moment donné. Donc, je veux dire, enlever un président, c'est mal, sauf si c'est nous qui le faisons. Alors c'est bien. Commettre un génocide est mal si nous disons que cela se produit. Dans la région du Xinjiang, nous n'avons pas besoin de trop nous soucier des faits, parce que vous savez, tout comme nos valeurs changent sans cesse, les faits aussi. Ils sont ce que nous choisissons qu'ils soient à un moment donné. Mais quand nous avons un véritable génocide à notre porte, eh bien, ce n'en est pas un du tout. Nous appelons cela une légitime défense par un allié qui nous ressemble. Donc, il n'y a pas de valeurs européennes. Je pense que c'est cela qu'il faut comprendre. Je pense que ces 5 dernières années, cela est devenu absolument évident. Le discours sur les valeurs n'est qu'un moyen pour les Européens de rationaliser ce sentiment extraordinaire de supériorité qu'ils pensent avoir sur les autres. Oui. Oui, c'est un peu comme un mot codé, non? Oui. Une chose intéressante à propos des puces, par exemple, la dernière, la H200. Tu te souviens, il y avait eu une grosse dispute. Finalement, Trump a accepté que Nvidia puisse vendre la H200. Mais jusqu'à présent, ils n'ont vendu aucune H200 à la Chine. Absolument aucune. Et je trouve qu'ils sont un peu contrariés à ce sujet, non? Comme si c'était « Comment osez-vous, la Chine, ne pas acheter nos puces ?» ou quelque chose du genre. Et maintenant, ils affirment que la Chine, comme DeepSeek, entraîne son prochain modèle en utilisant Blackwell, qui est une puce plus avancée. Mais Blackwell est interdite à la vente en Chine. Pourtant, ils prétendent que d'une manière ou d'une autre, la Chine a eu accès à Blackwell et que DeepSeek l'utilise pour entraîner ses modèles. Pour moi, c'est comme si les États-Unis étaient presque à court d'options pour rivaliser avec la Chine dans le domaine des hautes technologies, alors ils inventent des histoires au passage. C'est bien ce qu'ils font. Tu as tout à fait raison. C'est exactement ce dont il s'agit. Je veux dire, j'ai lu dans le Financial Times il y a seulement quelques semaines que la Chine avait lancé son premier prototype de machine de lithographie capable de produire les puces les plus avancées. Tout ce que Taïwan peut faire, la Chine pourra bientôt le faire aussi. Alors pourquoi les Chinois devraient-ils courir après des puces de qualité inférieure produites par l'industrie américaine alors qu'ils peuvent en fabriquer de meilleures eux-mêmes? Quiconque pense que la Chine ne peut pas fabriquer les puces les plus avancées se berce d'illusions ou est un imbécile. C'est aussi simple que ça. Regarde simplement les attaques contre les entreprises technologiques chinoises, d'accord? Comme on en a parlé la dernière fois. Hollywood accuse ByteDance à cause de Seedance 2. Même si Seedance 2 en lui-même n'utilise aucun contenu protégé par le droit d'auteur ni rien de ce genre. C'est juste une plateforme, un outil, mais ils s'en prennent à ByteDance. Et maintenant, récemment, Anthropic accuse des entreprises chinoises d'utiliser d'une manière ou d'une autre la technologie d'Anthropic pour entraîner leur propre modèle. Ils ne cessent donc de lancer attaque sur attaque contre l'industrie technologique chinoise. Il y a là-dedans une forme de paranoïa. C'est comme si on disait « Il est impossible que ces gens puissent faire cela eux-mêmes. Comment le pourraient-ils? Nous leur sommes supérieurs. Ils ne peuvent pas être aussi bons que nous. » Autrement dit, il doit bien y avoir quelque chose de sinistre, de malfaisant, que ces gens mauvais et inférieurs font pour obtenir ceci ou cela de nous ou autre chose encore. C'est à la fois paranoïaque
est de plus en plus hystérique, parce que ces gens sont mauvais, et parce qu'ils sont là pour prendre tout ce que nous avons. Nous devons fermer leurs entreprises de réseaux sociaux. Nous devons interdire leurs applications d'intelligence artificielle, qui sont, bien sûr, meilleures que les nôtres, ce qui est en soi mal et condamnable d'une certaine manière. Il y a là quelque chose de profondément hystérique. Oui. Eh bien, la dernière chose, les Jeux olympiques, parlons d'hystérie. Il y a une athlète, elle s'appelle Eileen Gu. Sa mère est chinoise et elle représente la Chine aux Jeux olympiques. Pour un athlète américain ou d'un autre pays, représenter un autre pays est quelque chose de très courant, non? Mais là, vous avez Eileen Gu qui le fait et du vice-président à Scott, tout le monde commentait comme si elle faisait quelque chose de terrible. Pourtant, c'est quelque chose que les athlètes font tout le temps, non? Absolument, complètement, bien sûr. Intimider une jeune femme. Oui, oui. Et il y a une autre femme, Zoe Atkin, qui concourt contre Eileen Gu dans la même catégorie, la catégorie du ski freestyle. Zoe Atkin a remporté une médaille de bronze. Elle est également américaine, mais elle représente la Grande-Bretagne. Donc vous voyez, ce qui aurait été salué s'il s'agissait d'une personne d'origine chinoise choisissant de concourir pour les États-Unis est désormais perçu comme une forme de déloyauté ou de trahison lorsque c'est fait par quelqu'un d'origine chinoise représentant son propre pays plutôt que les États-Unis. C'est, encore une fois, complètement hystérique. Et comme vous l'avez justement dit, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Ouais, Il n'y a rien d'inhabituel à cela. C'est une question de choix individuel. ouais. Et les Américains nous disent toujours qu'ils sont entièrement tournés vers le choix individuel. Même Vance, quand on lui a posé la question, a dit « Oh, notre pays, nous avons la liberté et la démocratie. Et moi, j'étais là, mais tu n'aimes pas le fait qu'elle ait fait son propre choix. » Oui, oui. C'est étrange que des gens comme David Vance, qui est le vice-président, non, et Bezant, en parlent même. Personne ne fait attention à ce genre de choses. Bien sûr que non. Et ils ne devraient pas. Oui, mais ils sont juste très très peu sûrs d'eux. Je pense qu'en ce moment, les États-Unis sont en insécurité. Oui, c'est le cas. Je pense qu'il y a aussi un sentiment croissant que l'économie américaine devient très instable, que le boom boursier a atteint son sommet vers la fin de l'année dernière et que la situation semble très incertaine, ce qui est souvent le signe d'une chute à venir. Je pense que cela rend les gens très nerveux, surtout lorsqu'ils voient la Chine aller de succès en succès. L'économie continue de se développer, l'excédent commercial continue de croître. De plus en plus de pays veulent conclure des accords avec la Chine. Il y a le sentiment que la Chine, malgré tout ce qui a été tenté, apparaît de plus en plus comme la gagnante d'une course que l'Amérique insiste pour mener contre elle. Les Chinois ont dit que ce n'était pas leur objectif. Ils sont là pour être des partenaires, pour vous tendre la main, pas pour vous combattre, ni pour rivaliser avec vous. Mais c'est quelque chose que les Américains ne pourront jamais comprendre. Eh bien, Trump parlait de ça, les 50 000 points du Dow, d'accord, il en a fait tout un plat. Puis lundi, le Dow a chuté de 800 points en une journée, d'accord, et là, il n'a pas dit un mot à ce sujet. Non, tout y est. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste des marchés, mais tout indique qu'il s'agit d'un marché qui commence à devenir instable, où les acteurs deviennent très nerveux. Donc, vous savez, si les choses donnent l'impression qu'il va y avoir une vente massive, tout le monde se précipite pour vendre. Mais ensuite, ils se disent que ce n'est peut-être pas le bon moment. Et si je vends maintenant, je vais perdre une opportunité. Alors ils reviennent.
Ils reviennent immédiatement dès qu'il y a de bonnes nouvelles. En général, on observe une période d'environ 1 an, un peu plus ou un peu moins, quand ça se produit au sommet d'une bulle. Oui, oui. Voyons voir. D'accord, d'accord. Reparlons-en mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci.